Les dernières nouveautés sont ici. Les dernières nouveautés sont ici. Alors ne bougez pas. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre nouvelle émission de radio. Aujourd'hui, autour de la thématique du harcèlement de rue, je reçois Cassandre Morel, analyste et coach basée sur Lille, spécialisée dans l'accompagnement des personnes impactées par les jeux de pouvoir. Cassandre, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager votre analyse sur ce sujet? Pourquoi avez-vous accepté d'échanger sur ce sujet? C'est un phénomène de société qui existe depuis des années et qui malheureusement persiste de façon significative. C'est devenu une normalité. Se faire interpeller dans la rue de façon plus ou moins intrusive fait partie de notre quotidien, collectif ou individuel. Et il faut absolument sensibiliser les hommes que ce type de comportement n'est pas acceptable. Et en même temps, il faut aussi rassurer les femmes en menant des actions solidaires et collectives. Travaillant sur les jeux de pouvoir, je me sens d'autant plus concernée par cette problématique de société. Pouvez-vous présenter la situation à nos auditeurs? En 2019, 81% des femmes ont été harcelées dans la rue et 20% n'ont pas été aidées. Le scénario se déroule souvent en 2 étapes. Première étape, l'opportunité. Les interpellations ont lieu lorsque la femme est en mouvement de façon plus ou moins furtive, ou lorsqu'elle est immobile de façon plus ou moins persistante. Deuxième étape, les insultes et l'agressivité deviennent possibles lorsqu'il y a un refus de la part de la jeune femme. L'insistance et la répétition de ces situations sont devenues pour les femmes insupportables. C'est devenu une véritable intolérance avec une oppression permanente comprenant de la peur et de l'anxiété régulière. Surtout quand nous savons que ce qui va motiver l'action, ou pas, d'un homme, repose sur sa perception personnelle et sur des critères physiques. De plus, la frontière entre la drague pressante et un début de harcèlement est mince. Alors que pour ces hommes, c'est quelque chose de distrayant, c'est un jeu. L'objectif le plus souvent est d'obtenir le numéro de téléphone de la femme, parce que cela permet d'avoir une forme de consentement. Donner son numéro de téléphone, c'est un acte volontaire de la part de la femme, alors que ne pas y répondre, c'est déjà un refus. Qu'est-ce qui est le plus frustrant pour les victimes, selon vous? Le harcèlement de rue est considéré comme un trouble de l'ordre public. Et malheureusement, la justice n'est pas suffisamment saisie, car c'est difficile de prouver le harcèlement de rue. Si vous rencontrez 11 hommes qui, par un bruit obscène, vous dérangent, la 11e personne qui fera ce même son obscène ne peut pas payer pour les 10 autres. Donc au final, tout le monde est coupable et personne en même temps. La cohabitation homme-femme dans l'espace public n'est malheureusement plus aussi aisée. Et d'une zone géographique à une autre, le sentiment d'insécurité peut être plus ou moins fort. Alors, cela donne un fort sentiment de solitude et d'isolement. Pensez-vous que l'éducation joue un rôle significatif dans le harcèlement des rues? J'ai eu l'occasion de me documenter sur ce sujet. Et il s'avère qu'il y a une croyance collective qui est que si une femme est dans la rue, c'est parce qu'elle a quelque chose à y faire, et après, elle rentre chez elle pour poursuivre ses tâches. Sous-entendu, de son foyer, de ses enfants, de son mari ou de son chat. Si une femme est en attente, c'est qu'elle est disponible, libre et seule. Et c'est encore plus légitime de l'aborder parce qu'elle est dans l'attente d'être sollicitée et donc de rechercher un partenaire sexuel. Cette croyance est vraiment très marquée. La femme seule, libre et indisponible n'est absolument pas concevable pour ces hommes. Il y a aussi une forte croyance de la part de ces mêmes hommes que c'est comme cela que les choses fonctionnent. Pour être un homme, un don Juan, il faut ramasser le plus de femmes possible. D'un côté,
il y a le fantasme inavoué de la femme pécheresse, et de l'autre, le reproche d'incarner cette même femme sous des codes vestimentaires de tous les jours, la jupe, le talon ou tout vêtement proche du corps. Les hommes n'ont pas cette empathie ou la considération qu'elles puissent être des femmes ou des filles ou des sœurs de quelqu'un de tout à fait respectable, ou tout simplement qu'elles sont elles-mêmes des personnes respectables. L'identification n'est pas possible, puisque jamais leur propre femme, ou fille ou sœur n'aurait un tel comportement. Cela serait totalement inacceptable, ce serait une honte intense, un déshonneur qui engendrerait une réaction violente. Cela pourrait être un discours imaginaire de type « Jamais ma sœur ne pourrait provoquer chez un homme un désir similaire à celui que je ressens lorsque je vois une femme dans la rue. C'est totalement impensable. » Pour les filles, il y a une éducation sociale d'avoir peur dans la rue, de l'espace public. Les mamans disent très souvent « Ne traîne pas tard le soir, ne reste pas seule, sois dans la lumière et de préférence au milieu de la foule, sous-entendant que s'il t'arrive quelque chose, tu pourras être sauvée. » Mais nous n'avons pas ce même discours chez les garçons. Nous partons du principe que ce genre de situation ne leur arrivera pas, ou qu'ils seront capables de se défendre parce qu'ils seront plus forts. Et à quand bien même nous leur dirions « Remonte ton pantalon parce que je n'ai pas envie qu'une femme te touche les fesses », ils seraient bien capables de nous répondre « Eh bien qu'elle vienne, nous ferons la petite affaire ». Et c'est bien cela qui renforce la croyance que les femmes sont en demande, même quand tout à l'extérieur démontre le contraire. Qu'est-ce qui déstabilise le plus les jeunes adultes de nos jours? Ce qui déstabilise le plus les jeunes aujourd'hui, je pense que c'est la perte des repères dits conventionnels, traditionnels, normaux, sains. Et cela vient de plusieurs sources. La première, selon moi, c'est l'exposition excessive de la nudité ou la symbolique des codes sexuels au désavantage de la femme sur les réseaux sociaux, par les influenceurs, la musique, certains types de musique, ou la publicité. Le cloisonnement de protection pour les enfants et les adolescents a totalement disparu. Aujourd'hui, on prône une sexualité libérée, on donne accès à des films, ou en tout cas à des contenus de type hautement sexualisé ou pornographique, et c'est devenu un modèle de référence pour ces adolescents qui, de plus est, ont un accès très facile à ces contenus. Il n'y a pas d'accompagnement avec un professionnel pour faire un décryptage, pour permettre à ce jeune public de dissocier la fiction de la réalité. Dans la pornographie, ce qui est encore plus difficile, c'est que les acteurs sont réels. Ce n'est pas un film d'animation. C'est quelque chose qui, finalement, leur ressemble. On trouve de plus en plus de jeunes filles vraiment très jeunes, avec un corps presque prépubère. Et cela facilite d'autant plus l'identification pour ce jeune public. Et enfin, je pense que la femme dans le foyer est un repère primordial. Il est le premier repère des hommes. C'est quelque chose de très très important parce que ça va être sur cette référence que le comportement du futur jeune adulte va se calquer s'il est en accord, ou se dissocier s'il est en désaccord. N'oublions pas que pour ces futurs adultes, c'est avant tout de ressembler à leurs idoles, d'être fun dans la cour du collège ou du lycée pour être intégrés et reconnus par le groupe social. J'avais eu l'exemple de l'âge de la perte de la virginité. Quoi? Tu es toujours vierge? Tu n'as pas encore fait l'amour? Bah, qu'est-ce que tu attends pour te faire dépuceler? On entend très souvent ce discours chez les adolescents, les lycéens. Et je trouve que c'est toujours très choquant quand j'entends deux adolescentes parler avec autant de légèreté. Et finalement,
avec des mots très crus sur quelque chose qui est très intime, très personnel, et qui, si est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, peut être quelque chose de vraiment merveilleux. Malheureusement, les impacts négatifs sur la construction de ces jeunes adultes sont très importants. Et je pense qu'il manque cruellement d'accompagnement masculin pour développer la sexualisation dans les meilleures conditions possibles, afin de redonner un cadre clairement limite, avec ce qui est respectable pour les deux parties et ce qui n'est pas. Le consentement et le respect d'autrui sont pour moi les deux premiers éléments et ils sont indispensables. Quel est, selon vous, le profil de ces harceleurs de rue? Le profil type de ces hommes, ce sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles, qui ont peu ou pas d'expérience, avec beaucoup de frustration. Elles peuvent consommer de l'alcool ou de la drogue, et la position sociale est parfois très instable. Les mécanismes masculins et croyants sont que l'homme a une attirance physique qui donne droit à un passage à l'acte avec la croyance, depuis la libération de la femme, que c'est une autorisation permanente. Ils pensent que nous sommes passés de la femme chaste, prude, soumise et maîtrisable à la pire des tentatrices, et qu'il n'y a pas d'alternative possible entre les deux. Nous les retrouvons le plus souvent dans deux tranches de vie, les très jeunes adultes ou les hommes beaucoup plus âgés. Afin de donner de la légèreté à ce sujet, je vous propose une courte pause en musique. Ne bougez pas, chers auditeurs, nous revenons très vite. Tous les hits dans une seule radio. Tous les hits dans une seule radio.
Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Nous revoici pour la suite de notre échange avec Cassandre Morel sur le harcèlement de rue. Comment percevez-vous les comportements actuels des jeunes adultes ou adolescentes? Les femmes ont aussi changé leur comportement, comme si elles étaient coupables, et pour éviter de se faire de nouveau interpeller, eh bien, elles ont changé. Il y a là une double peine, alors que le fond du problème, c'est la perception erronée de ces hommes et leur croyance de légitimité dans leur approche, leur comportement et surtout le consentement de la femme en face d'eux. Les jeunes femmes subissent également de l'auto-culpabilisation, en plus de l'absence de responsabilité de l'homme ou du garçon. Voici une conversation virtuelle. Attention, propos sensibles. Un homme va dire à une jeune femme: « C'est de ta faute, à toi, si je ressens ce que je ressens, parce que c'est toi qui as mis une jupe et qui montre tes jambes. » La jeune femme va répondre: « Tu as raison, je vais mettre un pantalon. » Plus tard, l'homme va répondre: « C'est toujours de ta faute, si je continue à ressentir ce que je ressens, parce qu'avec ton pantalon, je vois tes formes. Tu n'as pas de respect si tu t'habilles comme une tentatrice. Respecte-toi si tu veux qu'on te respecte. C'est de ta faute si tu te fais agresser. Tu l'as bien cherché. Tu as vu comment tu es habillée? Tu n'as aucun respect. » La femme va répondre: « Tu as raison, je vais me couvrir complètement. » Ici, le jeu de pouvoir est vraiment très fort. Si nous avions été dans la responsabilisation masculine, nous aurions eu pour cet exemple. Pour l'homme: « Je ressens ce que je ressens parce qu'à la vue de tes jambes, j'ai une réaction agréable que je refoule ou que je refuse parce que je ne sais pas comment la gérer. Je la refuse parce que dans mon système ou dans mon fonctionnement, je ne sais pas comment l'accueillir et cela me déstabilise. Je ne veux pas ou je ne peux pas en parler. Donc, je refoule et j'accuse l'autre. » Ici, dans le jeu de pouvoir, nous voyons bien que c'est le comportement de la femme qui est remis en question et qui l'incrimine, voire la détruise psychologiquement en lui faisant porter la totale responsabilité en cas d'agression. Si tu t'es fait violer, c'est parce qu'avec ta tenue, tu as tout fait pour que cela arrive. En aucun cas, l'homme se sent concerné. Il porte la responsabilité de ses pulsions aux vêtements choisis par la victime. Nous pourrions nous demander pourquoi, avec les applications de type Tinder qui offrent une réponse à un besoin masculin et féminin, il y a toujours autant de frustration qui se manifeste dans les rues. Est-ce que c'est parce que les hommes pensent que cela serait s'abaisser à utiliser ces applications? Comme si la facilité d'avoir une femme consentante les mettrait encore plus dans une position de panique. Parce qu'au final, interpeller une femme de façon irrespectueuse limite grandement les réponses positives et donc de passer à l'étape suivante. N'oublions pas que ces hommes ont peu ou pas d'expérience, donc une très faible estime d'eux-mêmes. Et à quand bien même le passage à l'acte serait possible, les éléments de performance et de satisfaction entraîneraient l'accentuation du manque de confiance en soi si la femme n'était pas pleinement satisfaite. J'alerte quand même que ces hommes, ayant une faible estime d'eux, ayant beaucoup de frustration, sont très vite dans l'agressivité. Et ça, dans l'espace public, qui est un lieu commun hommes et femmes, cela n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas vivre en collectivité avec la menace permanente qu'à un moment, un homme frustré devienne agressif, voire violent, auprès des femmes. Qui, selon vous, sont les meilleurs alliés pour parler à ces hommes ou adolescents? Les meilleurs alliés, les mères et les femmes référentes.
Donc, ce que j'appelle par femmes référentes, ce sont les amantes, les amies, les sex friends, toutes ces femmes qui ont la capacité de créer un lien de confiance avec ces hommes. Elles ont un pouvoir pour moi extraordinaire, surtout les mères, parce qu'elles ne toléreraient pas que leur fils se comporte de la sorte avec une femme. J'ai envie de demander aux mères de famille d'être attentives aux comportements et propos de leur fils. Elles ont un pouvoir de bascule très fort parce qu'elles savent toucher le cœur de leurs enfants. Elles savent rassurer leur fils en trouvant les mots justes. Écouter et dialoguer avec son fils, c'est aussi protéger sa fille et les nôtres. Alors merci à elles. Et pour aider nos jeunes filles. Parler, échanger, être vraiment disponible pour elles et surtout sur ces sujets-là. Et en même temps, il faut responsabiliser les enfants avec leurs actes et leurs choix. Nous pouvons aussi trouver de nouveaux repères modernes. Les femmes traditionnellement évoquées comme Simone Veil ont un parcours incroyable. Et il faut trouver comment faire des liens avec la vie de cette femme extraordinaire auprès des jeunes adultes de 2020. Il faut leur faire prendre conscience du chemin parcouru, le prix qui a été payé et l'ancrage fragile de ces nouvelles revendications dans notre société moderne. Cassandre. Avez-vous déjà vécu une expérience de harcèlement de rue? Si oui, accepteriez-vous de la partager avec nos auditeurs? Oui, j'ai vécu une expérience de harcèlement de rue. Il y a plusieurs années, je vivais près de Paris et j'avais un rendez-vous près de la gare Saint-Lazare. Donc je prends le métro, j'arrive au premier changement et sur la voie, je repère un homme, le dos collé contre le mur, qui matait de façon ostentatoire les fesses des passantes. Comme s'il attendait de trouver la meilleure paire possible. Puis son regard s'est fixé sur moi, alors je me suis mis en mode vigilance, tout en gardant mon calme et en faisant mine de ne rien voir. Je regarde du coin de l'œil, mais il ne bouge pas. Alors, dès que les portes s'ouvrent, je m'y engouffre et je me fonds dans la foule. Je plaque mes fesses contre la porte et je mets mon sac sur mon bas-ventre pour le protéger. Je reste calme. Il est dans mon angle de vue, à droite, et je sens qu'il m'observe. Il est à quelques mètres de moi. Les stations se poursuivent et je dois faire un changement. Nation. Connaissant très bien mon trajet, je peux prendre de l'avance pour le distancer dans les couloirs. Je sors rapidement et j'avance, toujours en restant calme, d'un pas un peu plus pressé, mais sans courir. Par chance, le train arrive et je n'ai pas le temps d'attendre sur le quai. Je monte à l'avant. Et il saute dans le wagon in extremis. Je commence à sentir l'anxiété monter. J'essaie de garder mon calme. Plus que 3 stations. Plus que 2 stations. Plus qu'une station. Je m'avance devant la porte et dès son ouverture, je sors en courant et je monte les escaliers. Je regarde à peine en traversant la rue et je dévale à toute vitesse la pente de la ruelle. Je l'entends courir derrière moi en m'interpellant. Arrivé devant la porte de mon rendez-vous, je compose le code. Je le vois arriver à grande vitesse. J'ai juste le temps de claquer la porte qu'il est déjà derrière elle. Il frappe à la porte. Il hurle derrière la porte. Je ne me sens pas bien. J'ai le souffle court et mon cœur va exploser dans ma poitrine. J'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Les actions possibles pour se protéger. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les scènes sont publiques, collectives, donc avec des témoins qui ont la possibilité d'agir et d'apporter assistance. Et plus il y a de monde, et plus l'inaction est forte.
Donc, il faut, dans un premier temps, contrer l'effet témoin. L'effet témoin, c'est un phénomène psychosocial, des situations d'urgence dans lesquelles le comportement d'aide d'un sujet est bloqué par la simple présence des autres personnes sur les lieux du drame, comme s'il y avait une attente de permission pour agir et enclencher l'action. Je vous invite vivement à aller sur le site de Stand Up France contre le harcèlement de rue. Une méthodologie efficace a été mise en place qui s'appelle les 5 D pour aider une victime. Chaque D correspond à une technique qu'il est possible d'utiliser pour intervenir en toute sécurité si l'on se retrouve témoin de harcèlement de rue. Premier D, distraire. Il s'agit d'agir de manière indirecte pour éviter que la situation ne dégénère. Nous pouvons engager la conversation avec la personne en faisant croire au harceleur que nous la connaissons, que nous avions rendez-vous et permettre à la victime de se dégager de cette situation inconfortable. Déléguer. Il s'agit de repérer une personne représentant l'autorité. Un conducteur de bus, un agent de sécurité, un gérant de bar. Dans certains bars, il existe un cocktail spécial et il suffit d'aller le demander et le barman saura que vous êtes en situation de danger et il fera le nécessaire. Documenter. Il s'agit de filmer l'incident ou de prendre des photos, ce qui peut s'avérer très utile si la victime décide de porter plainte. N'oubliez pas de vous tenir à une certaine distance de sécurité et d'énoncer la date et l'heure à voix haute et de filmer par exemple les panneaux de signalisation ou tout autre indice permettant de repérer le lieu et le moment du délit. Attention malgré tout aux questions de droit d'image. Et il est interdit de publier des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux sans l'accord de la personne sur l'image. 4e D, diriger. Il s'agit tout simplement de diriger la situation après avoir au préalablement évalué sa propre sécurité, car c'est le D le plus impactant. En dernier recours, demandez au harceleur d'arrêter, d'intervenir, défendre la victime, demander de l'aide tout en évitant de se confronter directement au harceleur ou de s'exposer au danger. Attention, pour diriger, il faut vraiment que vous soyez sûr de ne pas vous retrouver, vous aussi, victime d'un comportement violent vis-à-vis de l'agresseur. 5. Dialoguer. Dès que l'incident est terminé, et même si le harceleur est toujours présent, faites le point calmement avec la personne harcelée pour la rassurer. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Voulez-vous que je demande de l'aide? Voulez-vous que j'appelle la police? Est-ce que vous allez réussir à rentrer toute seule? Indiquez que l'attitude du harceleur n'était pas normale. Agir comme une amie bienveillante. Évitez de parler avec l'agresseur, voire ne pas parler du tout avec l'agresseur, car la création d'un débat pourrait entraîner une possible escalade de violence. Et voilà, chers auditeurs, notre programme prend fin et nous vous remercions de votre fidélité. Pour toutes informations complémentaires sur le sujet ou pour toute question sur les jeux de pouvoir, n'hésitez pas à contacter Cassandre Morel via LinkedIn ou par son site internet Follow Me by Cassandre. Et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt et passez excellente journée.
Envie de faire le plein de tubes? Vous êtes sur la bonne radio.